Il enseigne à Paris 10, Nanterre, et il a déjà de nombreux ouvrages. Alors, j'en ai amené quelques-uns, je ne sais pas tous amener, mais j'ai amené ceux qui concernent vraiment notre recherche. Écoute l'histoire de nos oreilles, ça c'est vraiment passionnant. La philosophie dans le jukebox, ça c'est délicieux. Membres fantômes, décors musiciens, un ouvrage collectif sur l'écoute, bien sûr, qui nous intéresse. Et puis un ouvrage qui est sorti aussi qui est très intéressant sur la ponctuation, qui s'appelle À coup de poing, donc qui travaille à la question de la tension d'une certaine manière, donc qui est une question aussi qui nous intéresse. Et donc en juillet dernier, il y a le numéro de critique qui est sorti, à l'intérieur duquel Peter Zenzi avait publié un article tout à fait passionnant qui s'appelle Ordex sonore. Donc c'est sur ce texte-là qu'on s'est mis à discuter et que Peter Zenzi interviendra. Et puis Peter Zenzi aussi a ce symptôme tout à fait énigmatique chez les philosophes et les musiciens de s'intéresser à Theodor Reich, qui est un auteur peu fréquenté par les psychanalystes, encore moins par les philosophes. Alors les philosophes qui s'intéressent à Theodor Reich, c'est vraiment quelque chose tout à fait extraordinaire. Donc je laisse immédiatement la parole. Peter, je t'en prie, on t'écoute. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a pas besoin de micro? Ça va, ok. Je voulais d'abord dire un grand merci à Jean-Michel Vives pour cette invitation. Je suis très content d'être là. Je vais vous proposer un parcours en compagnie de Theodor Reich, justement. Un auteur pour lequel nous avons tous les deux une passion commune. Et en fait, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai l'impression qu'on s'est déjà un peu rencontrés à travers Theodor Reich. Même si, je crois, Jean-Michel le connaît beaucoup mieux que moi. Moi, j'en ai lu principalement, j'ai lu principalement ses écrits liés de près ou de loin à la musique, comme vous le verrez. Et c'est d'ailleurs un parcours musical, disons, que je vais vous proposer en compagnie de Theodor Reich. Mon intervention s'intitule « De l'aveu à l'ordalie, Reich et la musique ». Et donc ce sera une conférence d'environ 45-50 minutes, mais ponctuée, puisqu'il est question de ponctuation, ponctuée d'extraits de films. Alors je vais d'ailleurs commencer avec des images. Je ne vous dis pas encore d'où elles viennent. Je vous propose tout simplement de les regarder, puis on va les revoir ensuite. Ça devrait... Oui, vous voyez, ça va, ok. Un bref commentaire. Bon, évidemment, vous l'avez vu, il a l'air de souffrir, celui qu'on vient d'observer à l'écran. Ça a l'air de lui faire mal, et c'est même visiblement une vive douleur qu'il ressent, même si aucune blessure visible ne nous est donnée à voir. Il sifflote un air que vous avez peut-être reconnu. C'est un motif assez célèbre qui apparaît dans la musique de scène, composé par Grieg pour une pièce de Ibsen qui s'intitule Peer Gynt. Et le personnage répète cet air. Il faudrait même plutôt dire que ça se répète en lui, et cette répétition est visiblement une souffrance. Il tente de l'arrêter, cet air, il tente de mettre fin à ce mal en forme de manie ou d'obsession qui l'habite, qui le hante. Il commande un cognac, comme si ça allait l'aider à oublier. Et puis un autre, il dit en allemand « noch eine », encore un,
comme si la répétition du geste de boire, encore un de plus, devait annuler ou laver l'autre répétition, la répétition mélodique, l'insupportable et insoutenable ritournelle sifflée qui se reproduit en d'innombrables exemplaires dans son fort intérieur, tandis qu'il tente vainement, vous l'avez vu aussi, de se boucher les oreilles. Mais évidemment, ça ne sert à rien, car c'est de l'intérieur que ça monte, que ça remonte encore et encore. C'est du dedans, donc, du plus profond de sa psyché, que ça vient et que ça revient. Et il n'y peut rien, parce qu'il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas de boule qui est pour les oreilles internes de M le maudit, c'est de lui qu'il s'agit. Il n'y a visiblement et audiblement, je dirais, rien qui puisse mettre un point final à ces innombrables reprises du même air dont il est le théâtre malgré lui dans ce film de Fritz Lang qui date de 1931. On va le revoir. Voilà. Alors, ça me sert d'exergue, ce petit passage pris dans le film de Fritz Lang, M le maudit. Et dans la résonance de cet exergue, c'est un passage en fait qu'on pourrait qualifier littéralement de mélomaniaque, en détournant un peu le mot dont on a tous l'habitude, le mot de mélomane. Donc ici, il s'agit d'un moment littéralement mélomaniaque. Et dans la résonance de ce moment, eh bien, je voudrais me pencher avec vous sur un phénomène qui est généralement qualifié de mélodie obsédante. On pourrait aussi traduire par mélodie revenante. C'est comme ça qu'on pourrait traduire le titre de ce livre extraordinaire de Theodor Reich, qui s'intitule en anglais, langue de sa première publication, The Haunting Melody. Haunting Melody, c'est la mélodie qui vous hante. Donc la mélodie revenante, on pourrait dire en français, comme on parle des revenants, les fantômes qui sont des revenants, qui viennent vous hanter, mais aussi tout simplement parce que cette mélodie est obsédante dans l'exacte mesure où elle revient. Theodor Reich, bon, je vais juste rappeler qu'il fut un proche disciple de Freud, et surtout, ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est que contrairement à la plupart des psychanalystes de cette génération, et même plus tard, eh bien, il aura tenté de penser la place de la musique dans les mécanismes inconscients. De musique, il est assez peu question en psychanalyse en général, et il en est beaucoup, beaucoup question chez Theodor Reich. Alors, ce qui intéresse Reich, c'est ce qu'on pourrait appeler, en utilisant un mot français qui a une propriété très étrange, qui veut dire une chose et exactement son contraire, c'est ce qu'on pourrait appeler donc l'engouement. L'engouement. S'engouer, en français, ça veut dire d'abord, dans un sens qui est un peu vieilli, ça veut dire s'étouffer en avalant trop vite, ça veut dire s'obstruer le gosier par une ingurgitation qui est trop rapide, trop avide. L'étymologie de ce mot semble faire dériver d'une origine qu'on appelle pré-latine, qu'on retrouve par exemple dans le mot joue, la joue, sous une ancienne forme dialectale qui serait goût. Joue, goût. On retrouve aussi la même racine dans le verbe gaver, avec le U qui se transforme en V.
L'engouement, donc, dans ce sens qui aujourd'hui vieillit, eh bien, c'est tout simplement un engorgement, presque au sens littéral, ce qui reste en travers de la gorge. Et puis, s'engouer dans un sens plus récent, qui est en fait le seul sens utilisé aujourd'hui en français, et dans un sens qu'on dit souvent figuré. S'engouer, c'est aussi, bien sûr, comme vous le savez, s'emballer, se laisser prendre par une passion excessive et le plus souvent éphémère. Alors, en quoi la mélodie revenante ou obsédante, en quoi est-ce qu'elle serait une affaire d'engouement ? Comment est-ce qu'elle porterait, cette mélodie obsédante ou revenante, comment est-ce qu'elle porterait dans notre fort intérieur de l'engouement ? C'est-à-dire, je l'ai dit, d'une part des engorgements, des bouchons dans la circulation au sein de la psyché, et au fond c'est ça, l'obsession, c'est quand ça bouchonne, mais aussi, dans l'autre sens, des élans d'enthousiasme, des envolées lyriques d'une force et d'une émotion qui sont souvent incomparables. De cet engouement, au double sens du mot, Reich donne un exemple très frappant, très saisissant, lorsqu'il raconte son analyse d'une de ses patientes, qui s'appelle Cécilie, Cécile comme la sainte patronne des musiciens, patiente chez laquelle avait émergé une idée obsessionnelle, dit-il. Je vous ai mis les citations, vous pourrez suivre au tableau, sur l'écran, je veux dire. Une idée obsessionnelle dont elle-même, Cécilie, ne voyait pas la raison. Et Reich écrit, je le cite, « Elle ne savait pas pourquoi, elle était désormais convaincue qu'un voyage en Inde était une prémisse nécessaire pour avoir un enfant. » Fin de citation. Alors, le blocage qui est produit par cette idée fixe et incompréhensible chez la patiente, cette idée qui ne cesse de revenir avec d'autant plus de force qu'elle est incompréhensible, bien sûr, ce blocage, il a ceci de remarquable qu'il n'affecte pas seulement Cécilie, mais il affecte aussi l'analyse elle-même, c'est-à-dire en fait l'analyste, c'est-à-dire Reich lui-même, qui avoue se sentir impuissant. Il dit « helpless » en anglais. Il ne sait pas quoi faire. Donc lui aussi, comme Cécilie, il fait l'expérience d'un bouchon, disons, d'un engorgement dans la circulation de la parole, des associations dans la cure. Et la cure piétine, la cure n'avance pas, la cure donc est engorgée. Eh bien, c'est précisément là qu'intervient une mélodie obsédante ou revenante, haunting melody, qui est en l'occurrence un air de Mendelssohn, cette fois, compositeur allemand, romantique, un air de Mendelssohn qui fait irruption parmi les associations de l'analyste à l'écoute, donc parmi les associations de Reich, et qui soudain, cet air, va dénouer le nœud, il va débloquer ou déboucher ce que la fixation obsessionnelle a arrêté. Je cite à nouveau Reich. Tandis que j'écoutais cette patiente, qui était possédée par cette idée mystérieuse, l'air de Mendelssohn, Auf Flügeln des Gesanges, ce qui veut dire, c'est le titre allemand, ça veut dire littéralement sur les ailes du chant, l'air de Mendelssohn me vint clairement à l'esprit. Je fus très surpris quand la mélodie du lied de Mendelssohn, tendre et comme doucement flottante, surgit ainsi, mais j'avais appris à prêter attention à ce genre de pensée intercurrente pendant les séances d'analyse. Ma stupéfaction ne dura qu'une seconde avant que n'émerge la claire intuition de l'origine de l'idée obsessionnelle de Cécilie. Fin de citation. Peut-être je dois vous préciser très rapidement que ce livre de Reich, The Haunting Melody, a été traduit, on en parlait avant de commencer avec Jean-Michel, a été traduit en français sous la forme de 2 volumes, donc il a été mystérieusement et sans explication par les traducteurs français déchiré en 2 pratiquement. L'un qui s'intitule « Écrit sur la musique », c'est à peu près la moitié du livre, et la seconde moitié un autre volume chez un autre éditeur et qui s'intitule « Variations psychanalytiques sur un thème de Gustav Mahler ». Voilà.
Alors ce que j'ai fait dans les citations que vous aurez sous les yeux, c'est aussi que j'ai retraduit depuis l'anglais, parce que les traductions françaises sont pas très bonnes. Bref, qu'est-ce qui s'est donc passé grâce au passage impromptu de cette ère qui s'intitule, comme je vous l'ai dit, « Sur les ailes du chant ». Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cette ère, raconte Theodor Reik, cette ère lui était familier depuis l'enfance. Et je vais vous lire une longue citation de Reik, toujours le même ouvrage, The Haunting Melody. Il écrit ceci: « Ma mère l'avait chanté souvent, et bien que je n'en comprenais pas alors tout le texte, je réalisais que c'était une chanson d'amour, pleine de tendresse et de nostalgie. Je savais que l'Inde était un pays lointain, et une tante m'avait raconté que c'était de là-bas que la cigogne amenait les bébés. Le processus par lequel j'étais arrivé à la compréhension analytique de l'idée de Cécilie peut être esquissé de la manière suivante. Tandis que je l'écoutais, il a dû y avoir une précompréhension inconsciente du fait que quelques notions infantiles liées au bébé et à l'Inde étaient à la racine de son idée obsessionnelle. Parlant d'un voyage en avion dans ce pays, elle me fit venir à l'esprit le mot et peut-être l'image. Avion, aile. L'apparition de la mélodie fut déterminée par ce lien des Flügeln, c'est-à-dire des ailes en allemand. Au lieu de me souvenir consciemment que, étant enfant, je croyais que la cigogne apportait les bébés de l'Inde, et ma patiente devait aussi l'avoir cru, c'est le souvenir du Lied de Mendelssohn qui a surgi. Une seconde plus tard, j'avais clairement compris l'idée de Cécilie, avec l'air et ses paroles, ce que j'avais inconsciemment deviné, il dit en anglais « the unconscious guess », avait franchi le seuil de la perception consciente. Fin de citation. Donc, la mélodie est appelée par cette métonymie, je dirais, et c'est un mot qui va revenir souvent dans ma conférence ce soir, par cette métonymie du voyage en Inde que sont les ailes. La mélodie représente l'idée obsessionnelle de Cécilie, elle incarne musicalement la teneur et la force de fixation de cette idée obsessionnelle, mais c'est aussi et en même temps la même mélodie qui débloque ou qui débouche l'engorgement de l'idée obsessionnelle et qui prépare de cette manière une fluidification qui est la résolution en fait, une résolution qui ressemble précisément à un élan d'enthousiasme, à une sorte d'envol sur les ailes du chant, bref, à un engouement dans l'autre sens du mot, à un engouement dans le progrès de la cure analytique. Donc, blocage, engorgement, engouement au sens 1, et enthousiasme, déblocage, fluidification, donc engouement au sens 2. Il y a beaucoup d'analyses de cas de ce genre dans le livre de Reik qui sont toujours passionnantes. Et on en parlait en commençant, c'est ce qui fait aussi la saveur des écrits de Reik, c'est la traversée de ce genre d'analyse. Mais au-delà de ce genre de cas, eh bien, le propos, je dirais, plus théorique de Reik, c'est de chercher le sens de ces rengaines, de ces mélodies qui nous assaillent en interrompant le cours de la vie, le cours des pensées. C'est pour cette raison que Reik se demande à un moment, je le cite, « Qu'est-ce que ça veut dire, what does it mean ?» dit-il en anglais, c'est dès la première page du livre, « Qu'est-ce que ça veut dire quand un air vous poursuit, vous arrive et vous arrive encore, tant et si bien qu'il devient une haunting melody, une mélodie obsédante ou revenante. » Et de même, il s'interroge un peu plus loin, « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Toujours, what does it mean? Donc, qu'est-ce que c'est le vouloir dire, le meaning? Qu'est-ce que ça veut dire quand une mélodie vous arrive au beau milieu de pensées d'un genre très différent, tandis que votre esprit est occupé à des considérations rationnelles et par des pensées orientées vers un but? Alors, face à cette visée, disons, de son enquête, qui
qui est une enquête qu'on pourrait qualifier de musico-psychologique, au fond, et qui est tournée vers le sens, meaning, eh bien, Reich va se trouver très vite dans une impasse. Pourquoi ? Parce qu'il considère, selon une vieille et longue tradition, qui est la tradition romantique, en fait, de ce qu'on appelle la musique absolue, il considère que la mélodie en tant que telle, eh bien, c'est, je le cite, un message que tout le monde comprend sans que personne puisse le traduire. Et pourtant, c'est précisément ce qu'il ne va cesser de faire, c'est-à-dire traduire précisément. Il ne va cesser d'essayer de réinscrire la musique, la mélodie, dans un discours signifiant, avec un meaning. What does it mean? Lorsqu'il écrit par exemple que, je le cite encore, dans le flot des associations libres, des bribes de chansons sont disséminées en certains points signifiants, eh bien, il est clair, je crois, que le sens, que la signification, donc, meaning, réside non pas dans la musique, dans ces bribes de mélodie, mais dans les lieux, ou plus exactement même dans les interstices, que le discours implicite, le flux de paroles ou de pensées inconscientes ménage pour cette mélodie. Donc la mélodie surgit au milieu de tout un flux de mots et de pensées, et le sens se situe justement dans ces mots ou dans ces pensées, la mélodie venant s'insérer entre elles. Donc que le sens soit déjà là, ou bien qu'il manque encore, parce qu'il est caché dans les interstices de la conscience ou de l'inconscient, le sens, en tout cas, semble être pour Reich d'ordre discursif, de l'ordre du discours ou du langage. Et de fait, chacune de ces analyses, qui sont toujours très fines et très élaborées, chacune de ces analyses de ces phénomènes de hantise musicale, chacune de ces études de cas se solde par une réduction ou par une traduction de la mélodie en un discours signifiant, un discours langagier, c'est-à-dire en fait une traduction en phrases ou en paroles. Ce sont presque toujours les mots des chansons que Reich prend comme objet d'enquête, quitte à greffer sur la musique quand elle ne comporte pas de mots, quand ce sont des chansons sans paroles, quitte à greffer sur la musique un texte caché qui est tiré des données contextuelles, des données biographiques, etc. Donc voilà comment progresse son enquête, disons, musico-psychologique. Et pourtant, ça l'inquiète. C'est un problème, visiblement, puisqu'il se demande régulièrement, je le cite, « Ça doit bien faire une différence si c'est une phrase d'un discours, un vers d'un poème ou une chanson, a tune, qui émerge parmi le cours de vos pensées. » Et de fait, Reich semble sans cesse tourner autour de cette difficulté, c'est-à-dire en fait autour de cette différence, qu'il semble ne pas réussir à saisir et qui pourtant l'obsède, si j'ose dire. Quel serait le propre de la musique? Qu'est-ce qu'il y aurait de proprement musical, ou on pourrait dire encore de musicalement obsédant dans les mélodies obsédantes? Il trouve toujours une explication, mais cette explication vient à chaque fois des paroles qui sont véhiculées par la chanson ou qu'il greffe dessus. Mais ça lui pose problème. Alors, je voudrais avancer une hypothèse dont on pourra discuter. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'en suis assez convaincu, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je voudrais avancer l'hypothèse suivante, c'est-à-dire qu'il y va, en fait, non pas tellement d'une différence de sens entre le discours langagier, disons, et ce discours musical sans parole, mais qu'il y va plutôt d'une différence de force. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait résoudre ce qui visiblement, chez Reich, pose sans cesse problème, à savoir qu'il faudrait traduire la musique en paroles, mais pourtant la musique aurait un sens bien à elle, qui ne serait pas celui des paroles. Disons, pour
pour tenter de sortir de ce cercle qui est l'éternel problème dès qu'on parle de musique, à savoir la musique est irréductible au sens langagier, etc. Je crois que c'est pas vraiment, c'est-à-dire pour ne pas s'enferrer dans ce problème classique, je vous propose de considérer qu'il y va non pas d'une différence de sens, comme si la musique n'avait pas de sens, mais les paroles en ont, mais plutôt, puisque la musique a aussi un sens à elle, mais plutôt d'une différence de force. Et je crois que c'est au fond ça qui intéresse Reich, même s'il ne le formule pas en ces termes. Donc ce que la musique aurait de relativement propre, ce serait non pas tant un sens bien à elle et irréductible à des paroles, mais ce serait une puissance d'interruption, une puissance même d'irruption, ou une puissance d'éruption dans la psyché. Et au fond, je crois, comme en témoigne le discours de Reich lui-même, eh bien, ce autour de quoi tous les cas qu'il mentionne tournent, eh bien, c'est précisément cette force de surgissement des mélodies revenantes ou des fantômes musicaux. Cette force-là, Reich, sans donc en faire son thème explicite, il la décrit pourtant toujours avec beaucoup d'éloquence. Il raconte ainsi, je le cite, que des leaders lui apparurent par surprise au milieu d'une conversation ou après une chaîne de pensée qui n'avait pas la moindre connexion perceptible avec le texte chanté. Ailleurs, il parle de chansons qui, je cite encore, envahissent et usurpent la sphère mentale contre toute résistance et occupent son royaume pour des heures et parfois des jours. Et enfin, parlant de telle mélodie qui le hante depuis plusieurs jours, eh bien, il confie qu'elle est, je cite, arrivée comme un invité qui ne s'est pas fait annoncer, qu'on avait connu un jour, mais dont on a oublié le nom. Je pourrais multiplier les citations de ces passages où Reich, donc sans en faire sa question première et explicite et thématique, presque comme une sorte de confidence en aparté, Reich donc nomme cette singulière force d'irruption réitérée qui, quant à la musique, je dirais, fait la différence. Et cette force, ou plutôt cette différence de force, disons, on pourrait la surnommer d'un mot valise que je vous propose, qui vaut ce qu'il vaut, on pourrait la surnommer la réitéruption, l'interruption réitérée, la réitéruption. Pourquoi ce mot valise ? Eh bien, pour marquer que, avant même de dire quoi que ce soit, ce qu'elle finit toujours par faire, mais avant même de dire quelque chose, eh bien, la musique, avant même donc de remplir cette attente ou ce suspens de sens qu'elle est, cette promesse de sens qu'elle est, la musique parle déjà, non pas de quelque chose, d'un contenu discursif, mais au fond, ce dont elle parle, c'est précisément de ces allers-retours fantomatiques, c'est-à-dire en fait de ces surgissements réitérés et de ces disparitions. Au fond, c'est avant tout ça que la musique fait et dit. Elle fait et dit, elle performe et elle raconte cette espèce de va-et-vient obsédant qui prend une force irruptive, éruptive, ou on pourrait dire encore réitéruptive. Alors, pour essayer de vous en convaincre, je voudrais me tourner vers une sorte d'analyse de cas, non pas de patient, je n'en ai pas, je n'ai aucune pratique analytique, mais une sorte d'analyse de cas que je vais emprunter à un film que vous connaissez peut-être. Il s'agit du film de Alain Resnais qui s'intitule « On connaît la chanson », un film de 1997, dans lequel
il y a une chanson que vous connaissez tous de Serge Gainsbourg qui s'intitule « Je suis venu te dire que je m'en vais » et qui joue un rôle très particulier puisque c'est probablement la mélodie obsédante qui dans le film revient le plus souvent pour précisément interrompre le flux des pensées. Alors vous allez voir, je vais vous passer 5 extraits de On connaît la chanson et vous allez voir qu'à chacune de ces brèves apparitions à l'écran, eh bien, cette chanson semble prendre possession du personnage qu'elle vient hanter, à savoir Claude dans le film, qui est joué par Pierre Arditi. Ce tube, appelons-le comme ça, ce tube paraît se prêter aux pensées de Claude, il paraît porter les pensées de Claude, il leur donne une forme éphémère et en même temps durable, c'est-à-dire qu'en fait, il leur donne à ces pensées une forme réitérable qui, à chaque fois, est chargée d'un affect qui a une intensité particulière. Et en donnant cette forme à ces pensées, eh bien, le tube en question les véhicule un instant et puis aussitôt il s'en va. Pour mieux revenir, bien sûr, avec cette force donc de réitéruption. Je vous ai dit, donc, je suis venu te dire que je m'en vais, revient 5 fois dans le film, et on va voir les 5 occurrences, à des intervalles variables et pour des durées variables. Alors, il y a une première séquence, je vous la situe brièvement, on voit Claude qui sort d'une voiture en embrassant la femme qu'il aime, et voilà que résonne tout d'un coup en lui la chanson, tandis qu'il se dirige vers l'appartement où Odile, joué par Sabine Azéma, fête sa crémaillère. Claude est marié avec Odile et puis il a cette liaison avec une autre femme. En voyant donc Claude ventriloqué par cette espèce de bouffée musicale qui remonte en lui comme une sorte d'aveu, eh bien on se demande avec lui s'il va avoir le courage de dire à Odile, comme le lui souffle la rengaine de Gainsbourg, qu'il veut la quitter. Voici ce moment. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et toi, on n'y pourra rien changer. Voilà, c'est court. Deuxième séquence maintenant, on va voir Odile, donc l'épouse de Claude, et ses invités à la crémaillère dans l'appartement qu'elle vient d'acquérir. Odile et ses invités qui se demandent où est Claude, mais où est-il? Tandis qu'on voit brièvement Claude marcher dans la rue en répétant les paroles de Gainsbourg d'un air très décidé, comme s'il voulait vraiment faire dire à la chanson ce qu'elle est d'abord venue lui murmurer à demi-mot, ou plutôt lui fredonner d'une manière semi-consciente. C'est pour ça qu'il fallait se décider très vite. Vous comprenez pas un peu. Mais il est où? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Mais il travaille. Écoute, où est son père? Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Voilà. Troisième séquence, Claude qui est pensif, rêveur, au milieu de tous les invités venus pour la crémaillère. Claude donc rêve en fait les yeux ouverts, une sorte de rêve éveillé. Il rêve eh bien tout simplement sa scène d'adieu avec Odile. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux que tu pleures? Sans doute tu gémis un peu grand, un sourire.
4e séquence, Claude s'avance pour dire enfin les mots décisifs, mais il est interrompu par le désespoir d'Odile qui vient de découvrir qu'elle s'est fait arnaquer en fait par l'agent immobilier qui s'appelle Marc dans le film et qui est un personnage magnifique d'ailleurs joué par Lambert Wilson, l'agent immobilier donc qui lui a vendu l'appartement et qui lui a pas dit qu'en fait il y aura une immense construction qui va boucher la vue. Je suis désolé, j'étais bien obligé de t'en parler. Hein. Peut-être que tu peux encore faire quelque chose. Hein. Il faut s'en souvenir. Je suis venu. Ah oui. La rue va être complètement bouchée. Les constructions partout. Il va y avoir un énorme immeuble. Un énorme immeuble ou ça? Là, juste en face. C'est ça qui m'a dit. Qui Marc Duvalier? Oui. Il le savait que t'avais pas dit? C'est pas faux. C'est pas faux que je me suis précipitée chez Lydia. Je suis même pas allée au Canada. Je suis idiote, c'est tout. Tu pouvais pas savoir. Tu me fais confiance, tout simplement. On voit pas ça avec des gens qui sont honnêtes ou malhonnêtes. Ne me pense pas pourtant comme ça. T'es gentil, t'es toujours gentil avec moi. Alors, je vous ai annoncé donc que je suis venu te dire que je m'en vais. Revenez 5 fois dans On connaît la chanson. Et je vais faire patienter un instant la 5e occurrence pour nous demander brièvement qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alors, chaque fois que je suis venu te dire que je m'en vais, viens dire quelque chose à Claude. Chaque fois donc, dans ces réitéruptions et dans ces va-et-vient musicaux, eh bien, il y va du passage de la musique à la vie. La voix de Gainsbourg se met à chanter en Claude, et Claude tente vainement de reprendre ces paroles, qui ont d'abord résonné en lui sous forme de mélodie, mais cette fois en les disant, donc en voulant les énoncer et les adresser à Odile dans toute leur valeur performative. À ces mots qui sont venus prendre possession de lui, Claude tente donc de donner effet. Il voudrait les rendre effectifs, il voudrait faire quelque chose avec eux, avec ces mots. Il aimerait que ce soit dans la vie comme dans la musique, et pourtant, parler ou chanter, chaque fois, la chanson disparaît aussi soudainement qu'elle était apparue. Elle, donc, qui apporte à Claude ces mots qu'il voudrait faire siens, qu'il voudrait s'approprier, puisqu'il nomme son désir de se séparer d'Odile, elle les lui apporte, mais elle les lui enlève presque aussitôt, elle les lui retire en se retirant. La chanson, donc, circule du chanté au parler, du parler au chanté, d'un moment à l'autre, d'une scène à une autre, de la musique à la vie. Elle sort de son monde musical pour venir s'emparer d'un personnage que ensuite elle délaisse pour s'en retourner de là où elle était venue. Arrivée, repartie, aller-retour de ce refrain qui semble finalement parler avant tout de lui-même et de ses visites répétées, de ses hantises répétées, lorsque ce refrain énonce « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Si bien que ce tube de Gainsbourg dit aussi la loi de tous les autres tubes, toutes les autres chansons qui vont et qui viennent dans On connaît la chanson et ailleurs, en ventriloquant tour à tour tel ou tel personnage. C'est comme si, à chaque fois, ces tubes ou ces chansons disaient « Moi, je suis venu pour aussitôt m'en aller ». Et c'est d'ailleurs de cette manière que Alain Resnais, dans un entretien qui figure dans les bonus du DVD, c'est ainsi qu'il explique l'usage qu'il a fait des chansons dans son film. Je cite Resnais. « Les chansons que nous avons utilisées sont celles qui nous sont venues naturellement par association d'idées. La plupart des extraits sont très courts, coupés quelquefois en plein milieu, ce qui correspond à la démarche de la pensée. Il est rare qu'on se souvienne intégralement d'un refrain entier et encore moins des couplets. » Donc Resnais aussi insiste sur cette coupure qui est la coupure de la chanson qui vient interrompre les pensées, mais aussi la coupure de la chanson elle-même qui s'en va.
Donc c'est en fait ça que j'essaie d'appeler une réitéruption. Pour Claude, comme pour les autres personnages dont connaît la chanson, comme aussi pour les patients mélomaniaques analysés par Reich, ou pour M le maudit, le criminel qu'on pourrait appeler mélobsédé, disons, eh bien, les tubes, les vers d'oreille, les mélodies obsédantes, les mélodies revenantes, présentent, je dirais, ce que j'aimerais vous suggérer d'appeler une pure structure d'aveu. Qu'est-ce que ça veut dire, une pure structure d'aveu? Eh bien, ils donnent voix, ils incarnent le mouvement même de la confession, mais sans que cette confession ou sans que cet aveu ait encore un contenu. Donc ces tubes, ces vers d'oreille, etc., ils sont le geste consistant à avouer ou à s'avouer quelque chose sans que cet aveu soit encore cristallisé en un aveu déterminé, en un contenu déterminé. C'est comme s'il disait à chaque fois « je suis venu te dire », point de suspension, sans rien dire encore. Je suis venu te dire qu'il y a à dire, et je suis venu te dire qu'il y a à dire d'autant plus que je m'en vais pour revenir te dire encore et encore qu'il y a à dire. C'est encore une fois, c'est ça que j'essaie d'appeler la réitéruption musicale. Et donc en ce sens, les tubes, les vers d'oreille, les mélodies obsédantes ont la forme de ce que Reich, dans un autre essai, vers lequel je vais me diriger maintenant, de ce qu'il nomme dans un autre essai la compulsion à avouer, the compulsion to confess, dans l'édition anglaise de l'ouvrage. Et d'ailleurs, un tube, alors je le note en passant, on pourra en discuter après si vous voulez. Un tube, c'est Boris Vian qui a inventé ce terme pour l'appliquer à des chansons à succès. Un tube en argot, vous le savez peut-être, c'est de l'argot un peu vieilli. En français, ça veut dire, alors pas exactement un aveu, mais ça veut aussi dire un indice ou un renseignement confidentiel. C'est ce qu'on appelle aussi un tuyau. File-moi un tuyau. Et tube, on l'utilise plus tellement dans ce sens-là, mais ça a voulu dire ça aussi. Donc un indice. Mais vous vous souvenez peut-être que j'avais promis 5 occurrences de « Je suis venu te dire que je m'en vais » dans « On connaît la chanson ». La 5e séquence, donc la voici. Odile demande à Claude si il voulait lui dire quelque chose. Et là, eh bien, le tube de Gainsbourg cède tout d'un coup la place à un autre tube, à une chanson de Pierre Perret, je ne sais pas si vous la connaissez, intitulée « Mon petit loup ». Tu voulais dire quelque chose? Je suis venu te dire. N'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne veux pas oublier les petits cons qui t'ont fait ça. N'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. Voilà. Alors, ce qui se passe donc finalement, c'est qu'un tube, une mélodie obsédante, un vers d'oreille en chasse un autre. L'un détrône l'autre de cette espèce de souveraineté dont il jouissait apparemment en tant qu'obsession mélodique et qui, comme toutes les obsessions, ont tendance à régner absolument seul, de façon souveraine. Ou mieux, et peut-être plus précisément, au fond, le tube qui ventriloque Claude, donc je suis venu te dire que je m'en vais, ce tube n'a rien à dire. Il n'a rien à dire d'autre que ce vouloir dire, prêt à être rempli par n'importe quel contenu, même celui d'un autre tube, qui renverserait la teneur apparente du premier. Et donc, dans cette logique, eh bien, je suis venu te dire que je te quitte, semble pouvoir équivaloir à je suis venu te dire de ne pas t'en faire. Alors, comment c'est possible, ça ? Tout simplement, sans doute, parce que cette logique de la mélodie obsédante ou revenante, eh bien, d'une certaine manière, c'est la logique de la marchandise, c'est-à-dire la logique de l'échange ou la logique de l'équivalence générale, à condition de penser que l'échange et l'équivalence des mélodies en question
qui sont en fait des produits sur le marché des tubes, ce sont des produits du marché de la musique, eh bien cet échange ou cette équivalence générale ne se produisent pas uniquement, disons, sur le marché du hit parade ou du top 50. Donc ces échanges ou ces équivalences ne concernent pas exclusivement la diffusion ou même la grande distribution des tubes. L'échange et l'équivalence sont en fait déjà là, déjà à l'œuvre dans la psyché, dans l'âme, dans cet inconscient, dont Freud, comme vous le savez sans doute, disait en substance, dans son essai sur le Witz, sur le mot d'esprit, il disait que eh bien, cette psyché est structurée comme une entreprise commerciale, c'est la métaphore que Freud file longuement, avec des investissements, des dettes, des bénéfices, etc. Tout un discours, bien sûr, économique, c'est bien connu chez Freud. Bref, donc le tube, le verre d'oreille, la mélodie revenante ou obsédante, prolifèrent dans la psyché, selon ce processus que Walter Benjamin avait merveilleusement décrit dans un petit livre sur Baudelaire. Je cite Walter Benjamin, il dit « La névrose produit l'article de masse dans l'économie psychique. Cet article prend la forme de l'idée obsessionnelle, la reproduction à l'infini, comme sur une chaîne de montage, finalement, de l'idée obsessionnelle. L'idée obsessionnelle, apparaît à d'innombrables exemplaires dans la vie privée du névrosé, comme l'idée toujours identique. Donc je crois que Benjamin, avec un langage un peu plus fleuri peut-être, mais ne dit pas autre chose que ce que dit Freud dans l'essai sur le Witz, au fond. Alors d'une part, pour revenir à ces tubes qui nous intéressent. D'une part, le tube vit de ce qu'on pourrait appeler, en filant la métaphore freudienne ou benjaminienne, il vit de ce qu'on pourrait appeler sa marchandisation psychique. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà une sorte de marchandise vouée à des échanges et à d'infinies reproductions dans la psyché, sans attendre qu'il se retrouve distribué sur le marché au sens strict et courant du terme. Mais d'autre part, le tube ne cesse aussi de s'échanger contre tous les autres tubes possibles, contre toutes les autres mélodies obsédantes possibles, elles qui pourraient venir occuper la même place et jouer le même rôle dans cette espèce d'indifférence de l'équivalence générale. Et il y a là ce qu'on pourrait décrire comme une métonymie générale des tubes, ou des vers d'oreille, ou des mélodies obsédantes, c'est-à-dire qu'il semble avoir une espèce de disposition, disons, originelle ou structurelle, une sorte d'hyperdisponibilité métonymique qu'il faudrait penser comme précisément cette pure structure d'aveu, cette structure d'aveu qui est prête à tous les échanges et à tous les remplissages, je dirais, un peu comme un tout pour la partie ou une partie pour le tout, mais sans précisément qu'il y ait encore de contenu déterminé. On va retrouver cette logique dans un instant avec le second ouvrage de Reich, dont je vais vous parler maintenant de manière un peu plus brève, en m'acheminant lentement vers une conclusion. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un tube, c'est aussi en argot, pas exactement un aveu, mais en tout cas un indice ou un renseignement confidentiel, un tuyau donc. Alors, cette logique du tube, et vous aurez sans doute compris que je prends ce mot tube dans un sens assez large, dans un sens qu'on pourrait appeler, en jouant un peu avec les mots, un sens, disons, métamusicologique, au sens où on pourrait parler de métapsychologie, donc pas dans le sens strict de ce qu'on appelle un hit, mais un tube au sens de ce qui revient, ce qui obsède, etc. Donc la logique du tube, eh bien, doit nous conduire maintenant vers ce que Reich étudie dans cet autre ouvrage dont je vais vous parler, à savoir un ouvrage qui s'intitule « L'assassin inconnu », qui a d'abord été un essai publié indépendamment en allemand, très précisément en quelle date ? 1932, sous le titre « Der unbekannte Mörder »,
publié à Vienne par les presses de l'Association psychanalytique internationale, et qui a été ensuite repris dans un volume intitulé en anglais The Compulsion to Confess, littéralement la compulsion à avouer, qui a été traduit en français, traduit d'ailleurs de l'anglais et non pas de l'allemand, sous le titre Le besoin d'avouer. Alors, c'est de ce livre que je voudrais vous parler brièvement, plus exactement donc de ce qui constitue la première partie du besoin d'avouer, à savoir l'assassin inconnu. Et là aussi, c'est le rôle de la musique qui m'intéresse pour tenter de cerner une forme très particulière de l'aveu, dans la forme dans laquelle la musique joue là aussi un rôle très central, à savoir ce que Reich appelle l'ordalie orale. En allemand, ça sonne encore mieux, orale, ordal. Voilà, c'est presque une répétition des mêmes phonèmes. Et comme je l'ai fait pour The Haunting Melody, pour la mélodie obsédante, je vais m'appuyer sur un film, 2 séquences brèves d'un film, pour essayer de m'approcher de cette singulière forme d'aveu, au sein de laquelle la musique, vous allez le voir encore une fois, obéit à ce qu'on pourrait appeler peut-être une logique métonymique généralisée. Cette fois, il s'agit d'un film réalisé par Roman Polanski en 1994, un film qui s'intitule en anglais Death and the Maiden, c'est-à-dire en français La mort et la jeune fille, d'après une pièce de théâtre qui porte ce titre, pièce de théâtre qui est elle-même inspirée d'une œuvre musicale à laquelle elle emprunte son titre, à savoir un quatuor à cordes de Schubert, un quatuor à cordes en ré mineur, surnommé La mort et la jeune fille, précisément, parce qu'en fait, le second mouvement de ce quatuor à cordes, qui est donc une œuvre instrumentale, sans voix, sans parole, ce second mouvement emprunte le motif mélodique à un lied, c'est-à-dire à une œuvre chantée avec des paroles, un lied qui porte ce titre. Donc il y a déjà là toute une série de déplacements métonymiques aussi. Il y a un lied qui s'intitule La mort et la jeune fille, qui donne son titre à un quatuor à cordes qui reprend le même motif, mais sans parole. Ce quatuor à cordes donne le titre de la pièce de théâtre de Ariel Dorfman, qui est ensuite adaptée au cinéma par Polanski en reprenant le même titre. Donc toute une cascade de métonymie, pour ainsi dire. Et c'est cette œuvre, le quatuor à cordes de Schubert, qui paraît dans le film de Polanski, qui paraît avoir la capacité, le pouvoir de faire mal, de créer une souffrance comparable à certains égards à celle de M. le Maudit, après s'être chargé métonymiquement, justement, d'un souvenir insupportable. Vous allez comprendre pourquoi. Mes extraits, malheureusement, je m'en excuse, sont en anglais et sans sous-titres, mais je vais vous les situer, je vais vous traduire les répliques importantes. Le personnage féminin principal de ce film, Paulina, joué par Sigourney Weaver à l'écran, s'adresse à celui qu'elle vient d'attacher à une chaise en le bâillonnant, qui est un autre personnage du nom de Miranda, le docteur Miranda, joué par Ben Kingsley, et qui a été son bourreau, qu'il a régulièrement violé lorsqu'elle était emprisonnée et torturée du temps de la dictature. Le pays où le film se déroule en Amérique du Sud n'est pas explicitement identifié. Elle s'adresse, donc Paulina s'adresse, la victime s'adresse à son bourreau, qu'elle a retrouvé par toute une série de concours de circonstances, et elle lui dit, en parlant du quatuor à cordes, enregistré sur une cassette, elle lui dit « Écoutons-le », c'est ironique bien sûr, « Écoutons-le au nom du bon vieux temps ». « Let's listen to it for old time's sake ». Elle est convaincue d'avoir identifié son bourreau, tandis que lui, bien sûr, refuse de se reconnaître comme tel, et elle est persuadée que c'était lui, c'était bien lui, beaucoup d'années ont passé, et l'un des indices qui fondent la conviction de Paulina, c'est précisément la cassette du quatuor à cordes, c'est donc cet enregistrement du quatuor qu'elle vient de découvrir dans la voiture du docteur Miranda, et c'est donc la musique qui sert en quelque sorte d'indice ou de tuyau, si on peut dire. Donc voici, dans la scène que je vais vous montrer,
le bourreau et sa victime en train d'écouter ce morceau de Schubert qui, comme la partie pour le tout, comme une métonymie, va les ramener beaucoup d'années en arrière. Et tout se passe comme si, sous la forme de cet enregistrement phonographique qui est resté intact, qui lui n'a pas bougé, qui donc résiste au passage du temps, eh bien, comme si donc la musique rejouait le traumatisme qui était enfoui dans la mémoire. Vous allez voir dans la scène le mari de Paulina qui va se réveiller, il s'appelle Gerardo dans le film, et qui découvre avec stupeur Paulina devant le docteur Miranda, la victime devant son bourreau. Paulina qui dit, je vous le cite en français comme ça vous comprendrez la réplique, elle dit donc à son bourreau, « Tu sais depuis combien de temps je n'ai pas écouté ce quatuor, s'il passe à la radio, j'éteins. Une fois, j'ai dû m'échapper en courant d'un dîner, ça me rendait malade physiquement de l'entendre, mais il est temps pour moi de récupérer mon Schubert, mon compositeur préféré. It's time for me to reclaim my Schubert, my favorite composer. » Donc nous sommes sur le seuil d'une saisissante répétition qui s'apprête à reproduire le crime supposé pour l'instant, afin que son auteur, le bourreau, soit amené à reconnaître ce crime, donc à l'avouer, et c'est encore une fois la musique qui joue le rôle principal dans cette sorte de simulacre de reconstitution. My hair was different then. Very light red. Almost red. Very long. No? I'm not surprised. My time didn't change. I have. I didn't want you to recognize me. I didn't want to recognize me. Still don't know. I'm hurt. But I was touched when I found missing our car. Let's listen to it. For old times. Voilà, écoutons-le au nom du bon vieux temps. Voilà le mari, Gerardo. Out here, my love. I didn't get my diploma when I was released. I didn't go back to school. And guess why? You shouldn't require much imagination on your part. Look at me. Luckily, Gerard was with you. Well, I shouldn't say with you exactly, but let's just say he still loved me, so I didn't have to without him. You know how long it's been since I listened to this quartet. If it's on the radio, I turn it off. Voilà, quand c'était à la radio, je devais éteindre le passage que je vous ai traduit. Maybe sick, physically sick to hear it. Ça me rendait physiquement malade. My Schubert, my favorite. Et il est temps de me réapproprier mon Schubert. Donc, La mort et la jeune fille, c'est en quelque sorte la voix de cette jeune fille, justement, que Paulina n'est plus, et qui est, pour ainsi dire, morte avec ce qu'elle a vécu. C'est sa propre voix, ressurgie, qui témoigne de ce qui s'est passé, si bien que le quatuor de Schubert a une fonction semblable à ces indices musicaux
qui, dans beaucoup de récits et de croyances que Theodor Reich analyse dans L'Assassin inconnu, hein, ce texte dont je vous parle, ces indices musicaux qui, dans tous ces récits et croyances, dans toutes ces mythologies et ces légendes, comme le montre Reich, sont la métonymie de la voix du mort désignant son assassin. Reich écrit par exemple, je vous cite un passage de L'Assassin inconnu, il écrit « L'un des contes de Grimm raconte la légende de l'os qui chantait ». C'est d'ailleurs une légende que Gustav Mahler a mis en musique. Bref. Un jeune homme, ça c'est la légende, un jeune homme jaloux de son frère cadet le poussa dans l'eau du haut d'un pont et l'enterra en dessous de ce pont. Bien des années plus tard, un berger qui passait par là avec son troupeau vit par terre un os blanc, le ramassa et s'en servit pour faire un bec pour son pipeau, pour sa flûte. Au moment où il s'apprêtait à en jouer, l'os lui-même commença à chanter « Berger, ô mon petit berger, de mon os tu as fait un jouet, mon frère d'un coup déloyal m'a frappé, puis mon corps dans le sable il a enterré. » En fouillant sous le pont, les gens du village découvrirent le squelette du jeune garçon. Reich exhume beaucoup d'exemples semblables dans de nombreux pays, comme par exemple cette légende sicilienne dont il parle, et selon laquelle, je cite, « La peau et les os du mort servent à fabriquer une cornemuse qui dénonce le meurtrier. » Ou encore une autre légende saxonne, cette fois de Transylvanie, dans laquelle, je cite, « Un meurtre est dévoilé par une flûte creusée dans un roseau qui poussait sur la tombe de la victime. » Fin de citation. Mais la cassette de La mort et la jeune fille, donc cet objet qui se met à chanter quand Paulina l'introduit dans le magnétophone, eh bien, ce n'est pas seulement la métonymie de la voix perdue de Paulina, comme celle de toutes les victimes dans toutes ces légendes dont parle Reich. C'est pas seulement la métonymie de cette voix perdue de la victime qui revient pour accuser son bourreau. C'est aussi, selon la même logique métonymique, mais renversée, c'est aussi ce qui émane du corps du coupable. C'est-à-dire ce que le corps du coupable, le docteur Miranda, pour ainsi dire, sécrète. L'un des aspects les plus intéressants de ce texte de Reich, L'Assassin inconnu, c'est la théorie que développe Reich, la théorie de ce qu'on pourrait appeler la sécrétion métonymique de l'indice. Théorie selon laquelle il y a toujours comme une partie pour le tout, Reich le dit en latin, pars pro toto, il y a toujours, je cite, une équivalence entre la personne du meurtrier, c'est-à-dire ici du bourreau, dans le cas du docteur Miranda, une équivalence entre la personne du meurtrier ou du bourreau et tous ceux avec quoi il s'était trouvé en contact, c'est-à-dire ici la musique en particulier. Équivalence qui, pour Reich d'ailleurs, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, permet d'expliquer psychanalytiquement le retour si fréquent du criminel sur les lieux du crime, c'est-à-dire lorsque l'individu, le criminel, reprend la place de l'indice en renversant la même logique métonymique que Reich énonce toujours en latin, totus pro parte, c'est-à-dire le tout pour la partie. Donc, la partie pour le tout ou le tout pour la partie, pour cette partie qui prenait déjà la place du tout, c'est dans ce mouvement, c'est dans cette circulation des indices en forme de vertige métonymique que prend place pour Reich le rite de l'ordalie, dont il analyse de façon privilégiée la forme orale. Et je vais terminer là-dessus, sur cette ordalie orale. L'ordalie orale, c'est en effet cette épreuve. L'ordalie, c'est l'épreuve, l'épreuve consistant à établir la vérité de la culpabilité ou de l'innocence, épreuve généralement violente, qui passe par une sorte d'épreuve physique. On peut, on peut mourir, on peut, voilà. Donc l'ordalie, dans sa forme orale, c'est cette épreuve consistant à établir l'innocence ou la culpabilité en faisant avaler au suspect,
il y a toute une tradition médiévale notamment, en faisant avaler au suspect une substance magique, un poison, et en observant sa réaction. Substance qui, comme l'explique Reich, vous avez la citation sous les yeux, substance qui tient lieu de l'ingurgitation par l'individu présumé coupable d'un morceau de l'homme assassiné, dans le cas d'un assassinat, et Reich ajoute en note, la nausée, c'est dès lors une forme primitive de repentir. Comme si donc cette répétition du crime, disons cette façon cannibale de commettre à nouveau symboliquement le crime, comme dit Reich, donc de réitérer le crime sur un succédané de la victime, comme si cette répétition constituait en même temps l'aveu et l'expiation par la nausée, par le fait de recracher ce morceau. Alors, je voudrais encore une fois, avec une dernière séquence tirée de La mort et la jeune fille, vous illustrer en quelque sorte d'un cas cette idée. Dans cette séquence ultérieure, vous allez voir Paulina qui demande à son mari, Gerardo, de débâillonner le docteur Miranda, de lui take off his gag, enlever son bâillon, et de préparer avec lui sa défense dans une sorte de simulacre de procès. En fait, dans le film, Gerardo, le mari, est un avocat spécialiste des droits de l'homme. Vous allez voir qu'une fois qu'il est libéré de son bâillon, eh bien, le docteur vomit presque. Et ce qu'il régurgite ainsi, à la fois littéralement et symboliquement, c'est ce bâillon que Paulina lui avait fourré dans la bouche, sous la forme d'une culotte, qu'elle lui a donc fourré dans la bouche pour le réduire au silence en collant ensuite du scotch sur lui. Et donc, avant même de pouvoir dire quoi que ce soit, le docteur Miranda, le coupable, demande désespérément à boire, et il doit en quelque sorte déjà cracher le morceau, vous allez voir, de sa culpabilité de violeur, qui a ingurgité en quelque sorte cet objet métonymique et symbolique. Je vous montre cette séquence et je vais conclure ensuite très rapidement. Take off his gag. Insult your client. Prepare his defense. Move away or I'll kill him. Give him some water, Gerardo. There's a mic built into this. That's what the man in the store told me. I want everything on the record, scrupulously recorded. J'interromps juste une seconde. Donc, pendant que le coupable régurgite et se prépare à avouer, en quelque sorte, Paulina dit qu'il y a un microphone intégré dans le lecteur de cassette et qu'elle veut que tout soit enregistré. Did I know how handy this would be? Nothing like cold water, huh, Doctor? It's drinking your piss. You have to stop that. Move away from him. This is unforgivable. Hold it. Everyone be quiet. Move away from him. This is unforgivable. Hold it. It's working. Voilà. Donc l'enregistrement fonctionne. Donc, le docteur dit c'est impardonnable, this is unforgivable, non pas pour son propre crime, mais pour ce qu'on est en train de lui faire. Et ces mots, vous l'avez entendu, sont aussitôt enregistrés.
Ils se font donc phonographier par l'appareil même qui, en faisant chanter la mort et la jeune fille, le quatuor, avait d'abord donné voix à son accusation. Et Paulina, vous l'avez entendu avec un air presque jubilatoire, dit « Il y a un micro intégré, there is a mic built into this », avant d'ajouter, vous l'avez entendu aussi, « Je veux que tout soit enregistré, scrupuleusement archivé. I want everything on the record, scrupulously recorded. » Tout est enregistré, donc, c'est-à-dire à la fois l'indice, l'aveu, l'accusation et la défense, dans cette espèce de vertigineux tournoiement métonymique où tout se renverse aussi, où chaque chose et chaque signe est en passe de se substituer à l'autre dans une espèce de déchaînement de l'ordalie à l'époque de la phonographie. Alors, cette métonymie musicale générale qui gouverne non seulement la logique des tubes psychiques, des vers d'oreille ou des mélodies revenantes, mais aussi la logique de l'ordalie sonore ou musicale, cette métonymie musicale générale que Reich traque dans son enquête et dans son cheminement depuis l'aveu inconscient des mélodies revenantes jusque vers cette ordalie sonore à laquelle on vient d'assister, cette métonymie musicale générale, je crois que c'est lui le premier qui a su nous la donner à penser, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Bon, c'était passionnant. Merci beaucoup, Peter. Alors, j'ai des tonnes de questions, bien sûr, mais j'aimerais juste commencer par la dernière scène, parce que je trouve que tu proposes en fait une complexification tout à fait fascinante de l'ordalie orale de Theodorak, puisque tu proposes en fait une ordalie orale A-U-R-A-L-E. Hein. C'est-à-dire c'est une ordalie qui articulerait la bouche et l'oreille. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et ça nous permettrait, comme ça, d'illustrer une phrase assez énigmatique de Lacan, mais qui s'éclaire avec ta proposition, qui dit qu'une voix, ça s'incorpore. Donc, je crois qu'avec le chemin que tu nous proposes là, cette question d'une pulsion orale A-U-R-A-L, qui articulerait comme ça la bouche et l'oreille, avec cette incorporation de la voix, serait une piste tout à fait intéressante. Ensuite, ta proposition de la réitéruption est extrêmement stimulante. Alors, l'idée que la mélodie, moi j'ai proposé comme traduction maladroite, mais qui me paraissait mélodie hantante, c'est-à-dire au sens d'une mélodie qui hante, hein, voilà, donc, avec la même idée que la mélodie revenante. Donc cette idée que la mélodie revenante viendrait simplement signifier qu'il y a un dire qui ne peut pas se dire, je trouve que c'est une magnifique interprétation de ce que vit Theodorak lorsqu'il est obsédé par le thème de la symphonie Résurrection de Gustav Mahler, au moment où son propre analyste meurt. Puisque, en fait, effectivement, il y a quelque chose à dire. Il va mettre 37 ans, quand même, Theodorak, à découvrir ce qu'il y a à dire, qui est que, en fait, il avait envie d'occuper la place de son analyste. En fait, j'aurais bien voulu. Enfin, voilà, le but, c'est d'occuper cette place-là. Et en fait, il va se perdre, parce que longtemps, il va suivre l'hypothèse de Freud, hein, qui est que, en gros, une mélodie revenante, elle s'interprète toujours à partir du contexte, des mots, etc. Et qu'il n'y a pas de spécificité réelle au fait que ce soit obsédant musicalement. Avec ta proposition de réitéruption, tout d'un coup, tu introduis ce que ni Freud ni Reich
n'avait réussi réellement à introduire, qui est la spécificité que ce soit de la musique. Voilà. Et ça c'est vraiment, je trouve, passionnant, parce que tu sors un petit peu de l'ornière dans laquelle Theodorak s'était enfermé, à tel point d'ailleurs qu'il va quand même, toutes les recherches qu'il mène, pour arriver à la fin à quelque chose d'évident, quoi, qui est, j'ai désiré la mort de mon analyste, j'ai désiré occuper sa place. Bon voilà, donc c'était les quelques associations. Après, tu peux éventuellement reprendre 2-3 mots, et puis on laissera la parole. Absolument. Ça, si tu veux bien. Bon, je te remercie pour cette réaction passionnante qui... alors d'abord, bon, la question de l'ordalie orale, A-U-R-A-L-E, je trouve que c'est une idée magnifique qui va dans le sens de tes travaux sur l'écoute et probablement elle surgit de là. J'avoue que j'avais pas fait la connexion en fait, hein, mais c'est vrai qu'il s'agit d'une ordalie au moins autant orale A-U que orale O. Hein, alors je sais pas très bien là quoi en dire tout de suite en improvisant. Il faut y penser à ça. Je pense que c'est vraiment une belle idée qui aurait. C'est-à-dire, c'est une idée qui demanderait vraiment à être travaillée, je crois, parce que en quoi est-ce que l'écoute pourrait être une épreuve? C'est pas quelque chose de si évident finalement quand on y pense. Autant on voit bien la dimension ordalique que peut avoir l'oralité avec un O, c'est-à-dire cette ingurgitation forcée, la régurgitation, etc. Alors bien sûr, l'écoute est aussi une affaire de pénétration, mais disons il y manquerait la possibilité, en tout cas selon une conception courante et non interrogée de l'écoute, si on prend pour argent comptant ce qu'on pense généralement sur l'écoute, il manquerait la dimension d'aller-retour en quelque sorte, c'est-à-dire cette forcer à faire entrer quelque chose, et alors qu'est-ce qui ressort? On se retrouverait du coup avec sans doute ça ressortirait sous forme de mots, donc l'oralité AU finirait par être réduite ou aplatie sur l'oralité avec un O, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce qui est spécifique effectivement à la pulsion invocante, c'est que pour se boucler, effectivement, tu as raison, elle passe toujours par une autre zone. Oui. C'est-à-dire que effectivement, toutes les autres pulsions peuvent se boucler sur elles-mêmes, alors que la pulsion invocante, et ça c'est les travaux de Lacan, c'est les travaux d'Éric Porges, qui ont montré qu'effectivement, il est nécessité de la présence de l'autre pour venir se boucler. Donc tu as raison. Effectivement, si Lacan disait que l'oreille était la sphère dans l'inconscient qui ne se fermait pas, donc effectivement pénétrable, avec les enjeux que cela peut avoir, pour autant, effectivement, qu'est-ce qui pourrait rejaillir? C'est pas au niveau de l'oreille, effectivement. C'est ça. Mais ça m'intéresse d'autant plus ce que tu dis que moi j'ai toujours, disons, ça fait un moment que je travaille comme toi sur l'écoute, et finalement il y a quelque chose qui me gêne toujours dans les discours qui circulent sur l'écoute, à savoir c'est cette passivité de l'écoute. Il y a même ce topos, on a les oreilles toujours, les oreilles n'ont pas de paupières, voilà. Or, il y a quelque chose quand même dans l'écoute qui est de l'ordre aussi il me semble, de la ponctuation. Enfin, Lacan l'a sans doute dit mieux que quiconque. Et donc, si on commence à penser l'écoute non pas simplement comme le tympan qui est battu par les flux et les flots de l'air, mais si on commence à penser l'écoute comme étant fondamentalement une affaire de ponctuation, donc de phrasé, donc d'interruption, etc., alors, alors précisément, on peut probablement commencer à penser cette dimension ordalique sur le plan strictement oral, AU, il me semble. Je ne sais pas, je réponds comme ça en improvisant, mais en tout cas ça demande vraiment d'être pensé. Et alors juste un mot sur ce que tu soulignes. Ah oui, j'aime bien ton expression, la mélodie entente, d'autant plus que, l'entente, voilà.
oui, juste un mot sur cette question qui est cruciale pour Reich et qu'il n'arrive pas vraiment à résoudre, c'est-à-dire qu'il revient sans cesse comme un problème auquel il se heurte, à savoir qu'est-ce qu'il y aurait de proprement musical, hein. Oui. Qu'est-ce que ça fait comme différence, le fait que ce soit une musique et non pas des mots qui viennent interrompre nos pensées de manière obsédante. Et alors, moi, c'est vrai que j'ai essayé de court-circuiter ce problème, c'est-à-dire au fond, il faut pas se laisser enfermer dans ce cercle qui ressemble un peu à un cercle herméneutique en fait. Donc la musique qui aurait un sens bien à elle, mais qu'ensuite on pourrait traduire en mots, ou alors la musique qui n'a pas de sens, et alors on lui projette dessus un sens, mais qui est toujours le sens des mots. Au fond, c'est pas tellement ça la question. Moi, il me semble que plutôt que de s'acharner à trouver un sens proprement musical, à ces mélodies obsédantes, eh bien, il faut les considérer comme une promesse de sens. C'est-à-dire, précisément, cette structure que j'appelais le pur aveu, cette structure du « je vais te dire », en fait. Je suis venu te dire, mais je suis venu te dire pour partir et pour revenir. Donc, cette structure de promesse répétée d'un sens. Voilà. Il me semble que c'est autour de ça, en effet, que Reich tourne. Ça, je trouve ça très, très éclairant, vraiment. Bon, et juste une toute petite dernière question, après je m'arrête. Tu faisais aussi une différence qui me paraissait tout à fait intéressante. Tu parlais de différence de force. Alors, est-ce que tu peux développer un tout petit peu, parce que tu n'en as pas trop parlé, et qu'est-ce que tu entends par différence de force ? Oui, c'est une bonne question. Oui, j'ai avancé cette hypothèse. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par différence de force ? Peut-être que tu es en train de me prendre au piège que j'ai essayé de déjouer chez Reich. C'est-à-dire, en fait, comme si j'ai peut-être voulu suggérer que la musique avait une plus grande force d'interruption. Voilà, c'est en effet ce que j'ai voulu dire, mais en te répondant, là, tout d'un coup, je réfléchis. Bon, ce que j'ai voulu dire, très simplement, c'est que la musique a peut-être plus de force d'interruption que, je sais pas moi, une série de mots, donc la musique a peut-être plus que le langage parlé, cette force de coupure au milieu d'un flux de pensée ou d'association. Mais je suis en train de m'apercevoir que je devrais peut-être raturer cette expression, c'est-à-dire différence de force, parce que je ne soutiendrai peut-être pas non plus que c'est dans la nature de la musique ou que la musique aurait cette propriété absolue ou cette essence qui la rendrait plus à même d'interrompre qu'autre chose. Je ne sais pas. Je pense que c'est compliqué, hein, ouais, cette différence de force, mais je me demande si tu n'avais pas un élément de réponse que tu apportais, c'était le fait que la musique est quand même chargée d'affect. Vraiment de façon... on connaît, hein, je veux dire, cette violence. D'ailleurs, le film... La jeune fille et la mort en parle, hein, je veux dire, de façon massive. C'est-à-dire que le simple fait d'écouter la musique ramène dans un présent d'éternité quasiment une situation douloureuse ou heureuse, etc. Donc je me demandais si c'était pas ça ton intuition, que cette charge d'affect qui peut être liée à la musique de façon extrêmement forte, extrêmement violente, serait justement ce pouvoir, cette force. Enfin, je sais pas, c'est l'idée qui m'est venue en t'écoutant. Mais bien sûr, c'est ça que j'avais en tête, tu as raison. Et en même temps, tu me vois hésiter, parce que au fond, je pense pas que ce soit l'explication dernière. Ce que je veux dire par là, c'est que la même musique chargée peut être chargée dans un certain contexte d'un affect très fort, et puis dans d'autres contextes, elle peut nous laisser complètement indifférents. Moi, ça m'arrive tout le temps. Tout d'un coup, une chanson me revient en mémoire, où il se trouve que je l'écoute, j'en suis complètement bouleversé, je me trouve ramené 20 ans en arrière, et je suis là, dans cette situation qui me revient en mémoire.
Et puis, de façon inexplicable, je peux l'entendre 50 fois, 100 fois, dans d'autres contextes, et elle n'est pas chargée de cet affect, ou en tout cas, ça remonte pas à la surface de la même manière. Premièrement, et deuxièmement, et d'autre part, un mot, pourquoi est-ce qu'un mot ne pourrait pas être chargé de cette même force affective? Dans un certain contexte, ça peut être tout aussi bouleversant d'entendre, je sais pas moi, un mot comme le fameux Rosebud de Orson Welles. Enfin, voilà. C'est-à-dire, je crois qu'on est sans cesse ramené à cette question de la différence de nature. Qu'est-ce qu'il y a de proprement musical? Et c'est cette question que j'essaye d'éviter. Mais alors, en te répondant, tout d'un coup, je suis en train de penser à peut-être une meilleure réponse à la question que tu me posais sur la différence de force. C'est-à-dire, peut-être la raison pour laquelle j'ai employé cette expression, c'était pas pour dire qu'il y a dans la musique spécifiquement une force musicale qui lui serait propre et qui serait mesurablement plus grande que la force de la langue, des mots, mais que précisément la question réside dans le différentiel. Je veux dire par là que c'est pas que la musique a en soi plus de force d'interruption que le langage, ça pourrait être exactement l'inverse, ça dépend des fois, mais ce qui dépend pas des fois, ce qui est structurel, c'est le différentiel entre l'un et l'autre. C'est-à-dire, la musique a le pouvoir d'interrompre des pensées, disons, discursives, et vice-versa, d'ailleurs. Et donc, c'est ce pouvoir d'interruption réciproque. C'est peut-être ça que j'appelais la différence des forces. C'est-à-dire, c'est le différentiel entre les deux, qui ne veut pas dire qu'on va essentialiser le pouvoir de la musique qui serait absolument propre à la musique, ni le pouvoir de la langue qui serait absolument propre à la langue, mais c'est plutôt dans le rapport entre les deux que se joue la réinterruption. Hein, c'est dans ce différentiel, en fait, peut-être. Ouais. Super, merci. Merci. Fred. Oui. Je pensais à ça aussi parce que le premier exemple de Cécilie, c'est justement le propos de rumination, Oui. c'est-à-dire de pensée obsédante. Et la pensée obsédante, elle a ce pouvoir aussi de tout interrompre et de dévaster sur son passage toute autre pensée. Elle intervient aussi bien que la musique. Donc effectivement, cette idée de l'apparition d'un différentiel plutôt que d'une licence d'un côté ou de l'autre, c'est assez juste. Et pendant tout le partie de la conférence, je pensais notamment au texte de Barthes sur Schumann, sur la Rache notamment, et la question des coups, parce que dans ces textes-là, il commence en parlant de l'intermezzo, justement de cette manière, de ce qu'il entend comme ça chez Schumann, mais surtout dans sa pratique, dans sa façon de jouer Schumann, qui est une façon interrompue à chaque fois. Et ce qui le touche particulièrement, c'est cette... le mot valise, c'est réinterruption. Réinterruption, voilà, c'est-à-dire ça s'interrompt, intermezzo, ça s'interrompt tout le temps et ça ne cesse de s'interrompre. Et donc il y a quelque chose qui est assez proche, et d'autant plus qu'il me semble bien que dans ces textes-là, Barthes essaye de cerner aussi ce qu'il appelle signifiance, qui est très proche de cette promesse de sens dont vous parlez. Ouais. Donc signifiance, comme ça, il dit voilà, la musique avec cette... j'entends pas forcément des notes, j'entends pas une mélodie, j'entends surtout quelque chose qui passe par le corps, quelque chose qui n'est pas de l'audition, qui est des coups. Voilà. Ce sont des coups qui me marquent. Alors, du coup, hors d'Ali, enfin, je me disais, il y a quand même une dimension d'épreuve, c'est-à-dire c'est le corps qui est mis à l'épreuve avec des coups qui sont comme ça portés par le fait de jouer la musique. Et donc c'est cette dimension de coup qui revient régulièrement et que Barthes essaye d'approcher d'abord à partir de la musique, mais surtout à la fin, puisque Rache, c'est un texte écrit en l'honneur aussi d'Émile Benveniste. Surtout à la fin, il dit mais avec cette idée-là d'une musique qui serait une musique musculaire, une musique de la signifiance,
peut-être qu'on pourrait aussi approcher ce que pourrait être le texte comme signifiance. Et donc du coup, il réintroduit justement cette, ce qu'il avait d'abord exploré à partir de la musique. Il se dit, peut-être que là aussi, du côté du texte et du côté du langage, il pourrait y avoir des coups. C'est-à-dire, à un moment, il appelle ça aussi la fonction accentuelle, les accents. Et dans le langage aussi, il pourrait y avoir de l'accent. Et donc, du coup, il remet à égalité de niveau à la fois la musique ou le langage. Et finalement, ce qui est important, c'est qu'il y ait des coups qui arrivent et qui fassent réinterruption. Tout à fait. Ce texte de Barthes, moi, je le trouve très stimulant et voilà, je me disais que ça pourrait être aussi une façon d'aborder ça. Absolument, non, mais c'est très très convaincant. D'ailleurs, alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'idée obsessionnelle, obsédante de Cécilie, qui est une idée qui est coulée dans des mots, disons, hein, elle a une force d'interruption qui est aussi grande, enfin, que celle que peut avoir la mélodie qui tout d'un coup surgit et qui vient l'interrompre. Hein, voilà. Donc c'est un rapport d'interruption réciproque en fait, mais sans réciprocité d'ailleurs. Et je suis sûr que ça nous arrive à tous. Enfin, je le sais que ça m'arrive. Quand on est au concert, on peut très bien ne pas pouvoir écouter ou être complètement interrompu dans l'écoute musicale par justement des mots qui reviennent et qu'on se raconte et qui empêchent complètement, qui interrompent complètement la musique. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Et alors, je trouve extrêmement intéressant que vous convoquiez ce texte de Barthes et la notion de coup. Ça, je trouve vraiment très convaincant et stimulant. Et cette notion de texte aussi chez Barthes. Alors du coup, ce que je me demande, c'est... bon, voilà, je ne suis pas sûr que la notion de texte, là, chez Barthes, on puisse la rabattre sur le langage. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que ce que Barthes appelle texte, bon, c'est compliqué parce que Barthes, avec son écriture très aphoristique, allusive, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il veut dire par texte, d'où vient ce terme, mais enfin, disons, c'est quand même dans un contexte où il écrit ça, un contexte, celui des années du post-structuralisme où la notion de texte, précisément, est une notion qui dérange ou enfin qui échappe au langage, en tout cas, comme ça serait plutôt quelque chose de l'ordre, moi je pense, de l'ordre de ce que Derrida appellerait l'architexte, c'est-à-dire précisément un système de coups ponctuants qui font, qui permettent aussi bien au langage que à la musique de surgir, les deux relevant de cette espèce de textualité générale qui, je crois, est probablement plus de l'ordre de ce différentiel, de cet espacement, ou alors des coups, mais qui seraient alors des coups de l'ordre de la ponctuation, peut-être. Parce que, au fond, ce qu'il y a... Alors, si on pense... Bon, je vais essayer d'être plus clair. Si on pense les rapports entre musique et langage sous l'angle de cette interruption réciproque, au fond, ce qu'il y a de commun, là, c'est précisément une force de ponctuation. C'est-à-dire que la musique, la mélodie obsédante vient ponctuer quelque chose. Ponctuer, c'est-à-dire interrompre, espacer, et vice-versa. Tout d'un coup, l'idée langagière, disons, peut très bien interrompre, ponctuer la musique. Mais la ponctuation en elle-même ne signifie rien. Un point, une virgule, des points de suspension, ça n'a pas de sens. C'est au mieux un espacement du sens, c'est une promesse de sens, c'est une suspension du sens, mais ça ne dit rien. On serait absolument incapable de traduire, de donner un synonyme pour un point, par exemple. Donc,
Si vous voulez, c'est la ponctuation au sens le plus large du terme, en incluant les blancs, les espacements, c'est les coups, toutes sortes de coups. C'est la ponctuation qui incarne, si j'ose dire, cette pure puissance d'interruption qui est à la fois une promesse de sens et une interruption du sens. Voilà. Donc je me demande si ce que Barthes appelle texte, ce qu'il appelle signifiance, et non pas signification ou signifié, ni signifiant d'ailleurs, mais la signifiance, c'est-à-dire ce pur procès de signification qui ne cristallise pas encore, non, qui est une promesse de signification. Je me demande si ça n'a pas plus à voir avec cette ponctuation qui est toujours un différentiel d'interruption, en fait, une sorte de pur espacement, dont le rôle peut être joué aussi bien par la musique pour le langage, lorsque la musique vient interrompre, comme dans le cas de ces mélodies qui surgissent, ou inversement, on pourrait imaginer Cécilie au concert, qui ne cesse, avec son idée obsédante, de ponctuer la musique et de l'interrompre. Voilà. Donc il faudrait peut-être aller voir du côté de la ponctuation, ce qui nous ramènerait alors évidemment du côté de l'écoute comme ponctuation. Ouais. Mais voilà, la signifiance, je la tirerais volontiers vers cette idée de ponctuation. Les coups, en fait, les coups dont parle Barthes. D'autres questions? Ce qui vient d'être dit, je la remets en question. Lorsque vous avez dit, vous avez parlé, je viens de dire que, dans ce film, la musique qui vient dire quelque chose, mais finalement on ne sait pas ce qu'elle vient dire. Quelque chose de l'ordre d'une promesse de sens. Et vous avez aussi rapidement évoqué le mot d'esprit dans votre articulation. Je me suis demandé, est-ce qu'il serait possible d'entendre la manifestation de cette musique dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à ce que Freud dit, ce que le contenu manifeste dans un rêve, par exemple. C'est-à-dire que ce serait peut-être quelque chose qui serait un pré-texte, du coup, à quelque chose qui doit être dit et par la même occasion entendu par la personne qui elle-même a ces récurrences de manifestation musicale. Donc je viens de dire qu'il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à entendre. C'est la question que je me pose. Oui, c'est très bien dit. Enfin, je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord avec votre formulation, tout à fait. Mais peut-être avec un pli supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que j'ai privilégié l'exemple de cette chanson. Je suis venu te dire que je m'en vais. Parce que, alors, je suis d'accord avec vous, disons que c'est un contenu manifeste qui tout d'un coup se charge de véhiculer le contenu latent. Mais quand je dis qu'il y a comme un pli supplémentaire, une boucle supplémentaire, ça serait, on pourrait dire pour reprendre vos termes, ça serait un contenu manifeste qui, en même temps qu'il véhiculerait le contenu latent, énoncerait aussi sa force de réitéruption. Je veux dire par là, non seulement il charrie un contenu latent qu'on va pouvoir expliciter, dans le meilleur des cas, enfin si l'analyse réussit, mais ce que ce contenu manifeste, ce contenant, disons, dit aussi, ce qu'il énonce sur lui-même, eh bien, c'est précisément son caractère intermittent. Je sais pas si je m'explique bien. C'est-à-dire, c'est un contenu manifeste qui dit non seulement je porte quelque chose de latent, mais qui dit aussi en tant que contenu manifeste, je vais m'en aller.
C'est-à-dire et donc je crois que beaucoup de ces mélodies obsédantes, au fond, charrient non seulement ce qu'on veut bien y investir, mais charrient aussi, c'est pas un discours, mais quelque chose dans leur forme qui dit ce caractère de va-et-vient. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle un pli supplémentaire. Voilà. Il me semble. Ouais. Mais vous savez, sur la question du Witz, c'est-à-dire du mot d'esprit, alors bien sûr, on pense à Freud, enfin, bon. Mais il y a des passages très intéressants qu'il faudrait prendre le temps de revoir. Enfin, si cette question vous intéresse, le rapport entre Witz ou mot d'esprit et musique, il y a des passages très intéressants dans la troisième critique de Kant, la critique de la faculté de juger, où Kant consacre beaucoup de pages à un moment à comparer le mot d'esprit, enfin la plaisanterie tout simplement, et la musique. Et il dit que les deux, en fait, ne disent rien, mais sont un pur jeu, et un pur jeu de tension-détente. C'est-à-dire dont la fonction, en fait, est presque une fonction physiologique, qui serait de contraction et de détente. Voilà. Et c'est très frappant qu'il associe les deux. Enfin, il compare vraiment les deux, comme si et le mot d'esprit et la musique avaient finalement, pour lui, quelque chose de cette structure comment dire, presque élastique, enfin de tension et de détente, donc quelque chose déjà de l'ordre de l'aller-retour. Voilà. Et ça, je trouve intéressant. D'accord. Nous allons être obligés d'arrêter là, oui. Ça pourrait durer toute la nuit, sans doute. L'université nous demande de fermer à 8h30, et déjà 9h moins le quart. Ah oui. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci. Donc la prochaine fois, ce sera le 28 avril, et ce sera une collègue de l'université de Rio qui viendra intervenir dans ce cas.